Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux ce soir. Alors, je vais vous faire un cours magistral sur Bootstrap et jQuery. Je vais vous expliquer pourquoi c'est le futur. Vous n'allez pas en revenir. Alors, j'ai raté mon effet en fait. Ça a passé 2 slides en fait, mais je voulais juste vous mettre ces 3 petits points. C'est pas vrai, hein. Je vais pas vous parler de ça, je vais pas vous embêter avec ça. Ce soir, on va parler du métier de développeur front-end et on va partir de cette question. Développeur front-end, en quoi ça consiste? C'est pas ce qui est écrit, mais c'est la même question. Alors, déjà, on va commencer par une petite définition de développeur front-end. Un développeur front-end participe à la création d'interfaces web. J'espère que c'est très clair. Bon, en fait, c'est pas vraiment clair. Alors, on va définir tout d'abord ce que c'est qu'une interface. Alors, une interface, c'est quoi? On peut parler d'abord d'architecture. On va parler ensuite de maquette. Et enfin, on va parler animation. Ok. Alors, architecture. Qu'est-ce que j'entends par architecture? Fonctionne. Tout d'abord, l'architecture, c'est quoi? C'est la structure du projet. Si vous êtes des étudiants de 42, vous avez forcément fait du C. Et ben c'est un peu pareil finalement. On va commencer par organiser ses petits fichiers, on va prendre son petit langage, on va créer toutes ces petites lignes de code, on va commencer à réfléchir comment les différentes fonctions vont pouvoir interagir entre elles, etc. Pour l'instant, ça ne change pas. Le choix de la techno, c'est pareil. À 42, on fait beaucoup de C, mais après, vous verrez qu'on peut faire plein d'autres choses. On en reviendra juste après sur les technologies. Ensuite, quand je parle de maquette, il ne faut pas oublier que le métier de développeur front-end, on est sur des interfaces, donc c'est-à-dire que des choses que vous allez voir avec vos yeux. Et donc c'est donc important d'avoir des maquettes et d'avoir des interfaces, donc des choses visuelles. On est sur du visuel quand même. Donc qu'est-ce qu'on entend par maquette? On va avoir tout d'abord l'intégration. C'est-à-dire qu'on va travailler généralement avec des designers qui vont nous sortir ce qui s'appelle des maquettes, généralement faites via des logiciels comme Photoshop ou Sketch, qui est très très sympathique. Nous-mêmes, en tant que développeurs, on va devoir ensuite décomposer cette maquette. Intégration, maquette, tout ça. Donc les fichiers, ensuite le développeur front-end, il va devoir traduire ça en langage et en technologie front-end qu'on va voir juste après. Donc c'est très important cette partie-là. Et enfin, animation. Pourquoi animation? Parce que imaginez une interface statique. Le problème, si vous faites ça, c'est que votre site il va peut-être être un peu moins attractif. Profitez du fait que vous êtes sur des navigateurs, que vous allez pouvoir faire de l'interactivité. Vous avez une souris, par exemple, vous allez pouvoir passer sur des éléments, vous allez pouvoir cliquer, vous allez pouvoir faire plein d'autres choses. On va voir des exemples d'interaction assez sympathiques auxquels je pense que vous n'avez pas pensé. Tout à l'heure, je vous tease un peu. Donc, ça va être quoi? Donc, les éléments seuls, par exemple, à l'apparition d'un élément, l'élément tout seul peut s'animer. Je ne sais pas, moi, on va avoir un logo qui va apparaître ou qui va tourner, ou parfois qui va un peu bouger pour vous pousser à aller cliquer dessus. Et comme je disais tout à l'heure, les interactions, prendre sa souris, la mettre sur un élément, cliquer et autre chose qu'on verra ensuite. Et alors, ces 3 grands points, finalement, on va retrouver la sainte trinité du développement web, qui sont le HTML, le CSS et le JavaScript, écrit en gros comme ça, JavaScript. Alors, très bien, donc ça, ce sont les langages en fait qui vont pouvoir être compris par votre navigateur web et même par d'autres choses, mais vous verrez ensuite. Donc, on a différents moyens maintenant de réaliser ces interfaces. On va avoir la méthode la plus simple à laquelle vous avez sûrement pensé, la méthode dite native. On va utiliser notre petit HTML, notre petit CSS et notre plus petit cette fois-ci JavaScript. On va les utiliser dans différents fichiers. On va utiliser notre fichier .html pour faire la structuration du projet, la découper en plusieurs composants. Si vous avez fait du HTML, vous connaissez. Ensuite, on va utiliser le CSS afin de styliser tout ça. C'est un peu la peinture. Avant, on a eu l'architecture, on a mis les planches. Maintenant, on met un peu la peinture. Et enfin, le JavaScript, ça va être tout ce qui va être pour travailler sur les animations, sur les interactions. Mais pas que, bien évidemment. On en reparlera juste après. Donc, cette méthode, la méthode du natif, OK. Mais il existe aussi d'autres méthodes pour générer des interfaces, des sites web. Et c'est pour ça qu'on est là tous ensemble ce soir, c'est pour les découvrir et voir que développeur front-end, ça peut être vachement sympathique. Alors, on a aussi les frameworks web, dont les gros représentants sont
en ce moment, hein, vous en connaissez aussi sûrement d'autres. Vue.js est le papa Angular. Et enfin, on a aussi une troisième catégorie qui ressemble vachement à la deuxième, qui sont les bibliothèques comme React ou Preact. Et là, je vais vous faire une petite démo. On va voir ensemble 3 codes qui vont afficher un Hello World, qui vont afficher un compteur, et au clic sur ce compteur, le compteur va devoir s'incrémenter, et on va voir comment on peut faire ça avec ces 3 méthodes, pour que vous compreniez bien comment on peut faire le tour. Donc c'est parti. Voilà, résolution. Ici, c'est la méthode native. Donc on a un fichier HTML, un fichier CSS et un fichier JavaScript. Ici, je code via la plateforme CodePen qui permet en fait de coder et de voir les changements qu'on va faire en temps réel. Et c'est vachement sympa pour partager des bouts de code et de voir tout de suite comment ça fonctionne. Et ce qui est cool avec CodePen, c'est qu'on peut inclure par exemple Vue.js ou React et ça va être très sympa justement de les utiliser via cette plateforme-là. Parce que les librairies et les frameworks demandent parfois un petit peu de configuration et c'est sympa de pouvoir passer par CodePen qui va nous permettre de ne pas justement faire cette configuration. Donc tout d'abord, notre HTML, ici, on a une div, on lui donne la classe container, à l'intérieur j'ai un titre, Hello World, et à l'intérieur j'ai une petite balise de texte, counter was clicked, avec une petite span, vous verrez juste après à quoi elle sert, 0 times. Ok, c'est bien ce qui s'affiche. Il est affiché en vert, pourquoi? Parce que via mon CSS, j'ai demandé à ce que dans mon container, tout ce qui va être à l'intérieur aura la couleur green et que la police d'écriture soit du sans serif. Donc ça, c'est votre ordinateur qui va s'occuper de choisir la police par défaut. Et enfin, on a notre petit JavaScript. On va revenir dessus juste après. Je vais juste vous montrer maintenant ce que ça fait, ce petit exemple. Quand je vais cliquer, ouf, on a changé de couleur et maintenant, à chaque fois que je clique, le compteur s'incrémente. On peut aller jusqu'à l'infini, c'est beau. Alors, maintenant, comment on fait ça en natif? Alors, tout d'abord, on va utiliser donc le JavaScript. C'est via JavaScript qu'on va pouvoir faire ce genre de choses. Il va falloir d'abord renseigner à JavaScript, lui expliquer « Hey Coco, regarde avec quoi on va travailler. » Donc, Coco, JavaScript, on lui dit « Bon, on a notre container ici, on a notre balise de texte, on a notre compteur. » Comment on lui dit ça? On va utiliser l'API du navigateur. Donc on demande, en fait, on dit au navigateur, hey, va me récupérer dans le document, donc là-dedans, là, je ne sais pas si vous voyez bien, tout là-dedans, ce qui s'appelle .container, donc ça veut dire la div container. Et là, je vais lui demander aussi d'aller récupérer le counter via son ID. Donc c'est pour ça tout à l'heure que j'ai dû mettre une balise span pour en fait récupérer ce petit bout-là juste ici et pouvoir le manipuler ensuite dans mon JavaScript. OK. Ensuite, vous avez remarqué que les actions s'effectuent à partir du moment où je vais cliquer sur mon texte ici. Donc en fait, ce n'est pas sur le texte, mais c'est sur toute la balise. Donc si je clique en dessous, ça ne marchera pas. Et si je clique dessus, ça s'incrémente. Donc comment je fais pour dire à mon navigateur ceci? Je vais dire à ma div d'attendre l'événement clic. On est sur l'interaction là dont je vous parlais tout à l'heure. Et à partir du moment où je clique, je vais devoir réaliser quelque chose. Je lui passe une fonction. Et ici, je vais lui dire de changer la couleur et d'incrémenter le compteur. On va juste voir en détail comment on change la couleur. Bon, ça, c'est peut-être le plus simple. On regarde si notre container existe. Et s'il existe, alors je récupère son style et sa couleur et je la passe à noir, ici. Donc, vous avez vu qu'on peut aussi manipuler le CSS avec le JavaScript et ça va permettre de faire des choses assez sympathiques. Et pour incrémenter mon counter, c'est un petit peu... c'est pas très dur, hein, mais c'est un peu embêtant. Tout d'abord, je regarde si mon counter existe, comme toujours. Ensuite, je vais devoir récupérer la valeur de mon counter via ici donc counter, on sait que c'est ce petit bout ici. Je n'arrive pas à le sélectionner évidemment parce que quand je clique, ça change. Je récupère la valeur à l'intérieur du HTML et je le transforme en number. On est en JavaScript, oubliez int, etc. Ça s'appelle un number. C'est vachement cool. Donc voilà. Et donc je le transforme en nom. Donc maintenant, mon current counter, il vaut ce qui est ici, mais en nombre. Et après, facile, je le prends, je rajoute +1. Je le stringifie, c'est pas forcément obligatoire. Et enfin, je dis mon counter, voilà ce que tu vas prendre maintenant à l'intérieur de toi. On va te remplacer, tu ne vas plus être ce que tu étais avant, tu vas être ce que je vais décider de te mettre maintenant. Donc voilà comment on réalise ce petit exemple en natif. Et on va voir qu'il y a moyen de le faire aussi avec d'autres langages et faire des choses assez sympathiques, vous allez voir. On peut voir comment le faire en Vue.js.
Donc déjà, Vue.js, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un framework et qui, comme React, en fait, ne fonctionne pas vraiment avec ce que vous voyez. En gros, toute cette partie ici, tout ce qui est rendu dans mon navigateur, il faut imaginer que ça, c'est votre navigateur. En fait, là, on a une sorte d'inception de navigateur. Ça s'appelle le DOM. Ok. Quand on travaille en natif, on va manipuler directement les éléments du DOM. On va prendre, voilà ce qui est dans le DOM, je récupère des choses et je les modifie. Ce qu'on a vu tout à l'heure, je te sélectionne toi tu viens, je te change ta valeur et hop, tu retournes là-dedans. Et bah, ce qui est cool avec Vue.js et avec React, c'est que vous n'allez plus manipuler le DOM directement, mais vous allez manipuler ce qui s'appelle un DOM virtuel. Ouh. Donc un DOM virtuel, qu'est-ce que c'est? C'est comme un DOM, sauf qu'au lieu de le gérer directement vous-même, vous allez demander à votre framework ou à votre librairie de le gérer pour vous. Et ce qui fait que vous allez déléguer pas mal de choses à votre librairie, et votre librairie elle va se charger de faire pas mal de choses pour vous sans que vous ayez à vous en occuper. C'est aussi plus rapide de rendre du DOM virtuel, en tout cas d'après les langages. Je n'ai pas été vérifié moi-même, mais je pense que c'est vrai. Donc, on va avoir une syntaxe un petit peu différente. Tout d'abord pour Vue.js. Donc ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est pas un podcast, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ici j'ai rajouté une div qui s'appelle app. Et en fait, c'est la seule vraie chose qu'il va y avoir dans mon DOM. Et après, je vais dire à Vue.js d'injecter tout ce que Vue.js va générer en tant que véritable DOM à l'intérieur de app. On va voir comment faire ça dans une minute. À l'intérieur, on voit qu'on retrouve notre container, sauf qu'on lui a rajouté des petits éléments qui ne sont pas compris normalement par votre navigateur. Et c'est toute la beauté de Vue.js derrière qui va s'occuper d'interpréter tout ça et de le rendre en HTML compréhensible par votre navigateur. Donc ici, on a une balise qui s'appelle ref, qui permet en fait de passer une référence à Vue.js. Donc ce qu'on a fait tout à l'heure, le query selector, en fait, il faut vachement avoir confiance en son DOM, parce qu'on se dit, ok, le DOM va me chercher ça à l'intérieur. Ok, il peut aller le chercher comme il peut ne rien trouver. Et le fait de passer par Vue, en fait, on fait vachement plus confiance à Vue. On dit, bah, Vue, en fait, je sais que là-dedans, il y aura cette balise-là, va me la récupérer. Effectivement, elle peut aussi être, ne plus exister si jamais vous avez décidé de l'enlever, etc. Mais c'est bien de dire à Vue, ok, occupe-toi de tout ça pour moi, et après, c'est encore plus simple même de récupérer toutes mes références. Vue va même me les lister, et c'est vachement sympa de travailler avec. Et enfin, on a la propriété vOnClick, donc qui attend en fait quelque chose. C'est le même que tout à l'heure, addEventListener_click, et qui va ensuite, on va lui passer un argument ici qui est le nom d'une fonction. On va voir où se trouvent les fonctions. Ensuite, ici, je ne sais pas si vous avez vu, il y a écrit message, mais dans mon rendu, il n'y a pas écrit message. Ouh, qu'est-ce que ça peut bien être. Et enfin, pareil, on a counter was clicked. À l'intérieur, on a encore cette même syntaxe un peu bizarre, double bracket, counter, pourtant counter n'est pas affiché, et times. Qu'est-ce qui se passe si je clique? Ça s'incrémente. Donc, on a bien les bons éléments, on a bien respecté le brief, pourtant, on n'a plus du tout la même chose à l'intérieur du HTML. Bon, juste pour vous montrer le CSS, ça fonctionne comme tout à l'heure. Et enfin, qu'est-ce qu'on a fait à l'intérieur de notre JavaScript? Comment on a fait pour faire comprendre ça à notre HTML? Eh ben, on a utilisé Vue. Donc on va instantier une nouvelle instance de Vue avec le mot-clé new. Et à l'intérieur, on va lui passer un objet qui va en fait être de la configuration de Vue. Tout d'abord, je lui dis où est-ce que je veux que tu me rendes toutes mes histoires. Je lui dis dans dièse, donc pour ID app. Donc dès que Vue va trouver la div, enfin pas la div, l'élément qui comporte l'ID app, il va rendre à l'intérieur ce que vous lui demanderez de rendre. Ensuite, on a une entrée de notre objet qui s'appelle data. Et en fait, c'est ici que se trouve mon hello world et c'est ici que se trouve mon compteur. Et ça, c'est vachement pratique et c'est vachement puissant. Vous allez comprendre juste après pourquoi. Et enfin, on a ce qui s'appelle les méthodes. Il y a plein d'autres choses qu'on peut mettre dedans, mais après, je ne vais pas non plus vous faire un cours sur Vue.js, ce n'est pas le sujet du talk. Allez voir leur documentation si ça vous intéresse, elle est vachement bien faite. Et donc à l'intérieur, je vais pouvoir déclarer mes fonctions qu'on a vues tout à l'heure, containerClicked, changeColor et addCounter. Donc containerClicked, en fait, c'est la seule qu'on a déclarée dans notre DOM ici. On lui dit onClick appelle containerClicked, et ben c'est ce qu'on va partir de là. Ok. ContainerClicked est une fonction qui va appeler deux fonctions, changeColor et addCounter. ChangeColor, comme tout à l'heure, elle va récupérer notre container.
Mais cette fois-ci, on le récupère d'une manière différente. On va faire appel à Vue.js. On va utiliser le mot-clé this. This, c'est quoi? C'est pour récupérer le contexte actuel dans lequel on se trouve. Et le contexte ici, c'est Vue. Et en fait, à l'intérieur de Vue, on va récupérer pas mal de choses. Et une des choses qu'on peut récupérer, c'est toutes les références. Donc ici, on voit. Et dans ces références, ensuite, j'ai plus qu'à lui demander quelle référence je veux récupérer. Ici, je dis container. Comment je sais que c'était container? Parce que c'est moi qui l'ai écrit. En fait, c'est un objet. J'aurais pu écrire... Voilà. C'est juste pour... c'est une syntaxe un peu plus courte. Mais en gros, je lui donne le nom, quoi. C'est la même string. OK. Si container node existe... Donc je récupère quand même bref. Il faut souvent quand même faire des vérifications pour être sûr. Le DOM, c'est quelque chose qui bouge beaucoup, que même votre utilisateur peut modifier. Dans ce cas-là, c'est quand même toujours mieux d'être sûr qu'on a bien nos éléments. S'il existe, alors je change sa couleur. Rien ne change depuis tout à l'heure. Sauf que là, notre fonction addCounter, elle est 10 fois plus courte. J'ai juste modifié la valeur qui se trouvait dans data, ici counter. Donc j'ai juste à l'appeler this.counter. En fait, à partir de this, je peux récupérer toutes mes valeurs qui se trouvent dans data. Et je lui dis this.counter plus égale 1. C'est tout ce que je fais. Je dis pas moi HTML, hey HTML, regarde, j'ai mis +1, va faire des choses et tout, rend de nouveau. Non, je juste dis plus égale 1. Et c'est là la force du DOM virtuel, et c'est là la force de ces librairies et de ces frameworks, c'est que Vue.js est intelligent en fait. Très intelligent. Il a dit, ah d'accord, tu as utilisé counter ici, dans ton code. Ah, je vois que tu as modifié counter. Eh ben, ok, vu que tu as modifié un élément qui est utilisé dans ce que je dois rendre, eh ben, tout seul, je sais que cette partie-là, je vais devoir la re-rendre pour l'utilisateur, pour ce qui est visible. Et c'est ce qui fait que la manipulation du DOM, elle devient vraiment un réel plaisir et qu'on ne s'embête pas à faire des bouts de fonction et des grosses choses juste en faisant ça, quoi. Évidemment, les frameworks et les librairies, ça servait qu'à ça. On dirait tous, bah, ça sert à rien, c'est compliqué à mettre en place, on fait pas que ça. Je vous rassure, ça sert à faire plein de choses. La chose à la mode en ce moment, c'est les single page applications. En fait, c'est comme on dit tout à l'heure, en fait, on n'a qu'une seule page. On a juste une sorte de div et à l'intérieur, toute votre application est rendue. Et après, c'est votre librairie ou votre framework qui va s'occuper de rendre les éléments, de faire des transitions entre les pages. Et vous aurez l'impression que vous naviguez entre les pages. Et en fait, pas du tout. C'est juste le JavaScript à l'intérieur qui s'occupe de rendre les bons éléments et les bons éléments. Et donc, c'est assez rapide de faire ça. Et tout est rendu via du JavaScript. Au départ, vous n'avez rien dans votre DOM. Je quitte. Bon, je vous montre rapidement aussi comment faire en React, qui est mon langage de prédilection. Donc ici, React, c'est aussi pour vous introduire au JSX, qui est un mélange de JavaScript et de HTML, qui permet d'écrire du HTML dans un fichier JavaScript et du coup de mélanger des balises JS et des bouts de code à l'intérieur directement de votre HTML, mais qui n'en est pas du coup, qui est du JSX. Après, vous allez passer par un interpréteur de type Babel qui va lire et qui va transformer ça en du HTML compris par votre navigateur et du JavaScript et du CSS compris par votre navigateur. On peut faire des trucs assez fous. Donc là, assumez complètement, j'ai juste une div qui s'appelle root et c'est rien. Ok. Sauf que j'ai encore mon Hello World qui s'affiche. Comment on a pu faire tout ça? Alors, juste pour vous montrer, le CSS ne change jamais. Ce qui est cool aussi en React et même en Vue, mais je suis pas sûr, on peut aussi générer du CSS via du JavaScript. C'est une pratique qui est pas forcément recommandée, conseillée par tout le monde. Il y a plein de gens qui trouvent que c'est pas bien. À tester. Vous pouvez faire tout, c'est trop bien. Et donc, encore une fois, pourquoi je dis encore une fois? On a ici une classe app qui hérite de React.component, donc qui est un composant React. Et en fait, ce composant React, comme toutes les classes, il a, que vous allez overrider par exemple, ici, vous allez pouvoir quand même utiliser les méthodes de son parent. Donc ici, la méthode de base de toutes les classes, le constructeur. Donc on va demander au React Component de faire ce qu'il a à faire. Ensuite ici, comme ça qu'on crée une référence en React, on va commencer par créer notre référence. On va dire, hop, je crée une référence, mais pour l'instant, ma référence, elle est vide. C'est un objet, en fait, qui va à l'intérieur contenir l'endroit où se trouve ce que je cherche, mais il faut comprendre comment fonctionne un HTML, comment il se rend. Et ce qui fait qu'en fait, en théorie, à partir du moment où vous allez taper ici votre code React, ce qui va être rendu n'est pas encore rendu. Vous commencez à faire des choses avant que ça se rende. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas aller chercher la référence et votre objet, parce qu'il n'existe pas encore.
Donc la bonne pratique de React pour commencer à créer ces références, c'est d'abord juste de dire hey, prépare la référence, après on verra ce qu'on met dedans. Donc c'est ce qu'on fait ici. Et là, on a le petit mot-clé state, qui est donc un objet interne à la classe. Et dedans, il contient, comme par hasard, le counter et le petit message qu'on voulait afficher. C'est un peu l'équivalent de data de Vue.js, mais ça ne fonctionne pas exactement de la même manière. Donc ici, on crée des fonctions de la classe. On va créer notre fameuse changeColor, qui va voir notre container. Il regarde s'il existe. S'il existe, alors il change son style. Vous l'avez vu 20 000 fois cet exemple, je vais arrêter de vous le montrer. On a, je reviens dessus juste après, on a clicked container, donc qui est la fonction qui va être appelée au clic du container, qui va nous appeler le changeColor et le addCounter. J'ai gardé la même logique à chaque fois pour juste vous montrer les différences. Et là, on a la fonction render, qui est quoi? Qui est la fonction qui permet de rendre du HTML. Enfin, il ne le fait pas vraiment, mais c'est ce qui va être rendu, c'est ce qui doit être rendu. Et donc, dedans, on va pouvoir retourner. Attention, si vous n'avez jamais vu de JSX, peut-être que ça vous pique un peu les yeux, mais en fait, c'est vachement sympathique. Et dedans, en fait, on va commencer à mêler du HTML et du JavaScript à l'intérieur. Et c'est ça la beauté de React et ce qui fait que c'est vachement sympathique. Donc ici, ah oui, parce que React, vu que c'est du DOM virtuel aussi, il va gérer lui-même ses propres mots-clés. Donc ici, par exemple, class devient class name. C'est comme ça en React. Ref, comme on a vu tout à l'heure en Vue.js, va nous permettre de définir notre référence. Et ici, le onClick, qui va être une balise spéciale, qui va attendre un clic et qui va prendre en argument une fonction. Donc ici, on fait égal, et là, on met les petites braquettes pour dire attention, ce n'est plus du HTML, c'est du JavaScript. C'est comme ça que ça fonctionne en React. Hop, donc notre div à l'intérieur, elle contient des choses, des children, des enfants. Ça se marche comme ça en React. Ça même, React va comprendre que c'est un objet. Ça, c'est assez cool aussi si vous voulez travailler avec des objets dans des objets dans des objets. C'est vachement sympa. Et dedans, pareil, on a notre balise H1 qui va rendre this.state.message. Donc ici, on doit préciser à React que les informations se trouvent dans le state. Et enfin, notre petit message, on peut quand même rendre du texte. Hein. Counter was clicked, this.state.counter times. OK. Et du coup, comment on va faire? Oui, je ne vous ai pas montré que ça marchait, vous n'allez pas me croire après. Ça marche. Et alors, comment on va faire pour changer notre valeur? Comment on va dire à React hey Coco, il faut changer la valeur et après il faut que tu updates le DOM? Et ben, c'est très simple. On va utiliser la méthode qui s'appelle setState. SetState, on va dire à React, hey React, j'ai envie de changer quelque chose à l'intérieur du state. Voici ce nouvel objet. Il ne faut pas que je bouge les mains en même temps que je parle. Voici ce nouvel objet et voici les nouvelles valeurs. Et je veux que si jamais tu retrouves cette valeur dans le state initial, donc ici on voit bien qu'on avait counter, eh bien je veux que tu la remplaces. Donc ici, counter, on va dire qu'il équivaut à this.state.counter plus 1. C'est très très poussé en niveau code. Et à partir du moment où on a fait ça, React comme Vue.js va dire hey, attends, je vois que ici tu utilises la valeur counter de state, laisse-moi arranger ça pour toi, je vais re-rendre la page, enfin pas toute la page en fait, et c'est ça aussi qui est puissant, c'est que React c'est juste le bout qui doit re-rendre, et c'est comme ça qu'à chaque fois qu'on clique, on appelle setState à React, React dit ah ok, je modifie la valeur, et boum, ça se re-rend tout seul, et ça c'est très très cool. Vous allez vous demander, ou pas, mais je veux quand même en parler un petit peu. Pourquoi est-ce que tu fais pas juste this.state.counter plus égal 1? C'est une très bonne question, je suis très content que vous me l'ayez posée. Et bah, vous pourriez le faire. Sauf que, React a tendance énormément à pousser ce qui s'appelle le paradigme fonctionnel. Je vais faire plaisir à la pédago de 42, ils aiment beaucoup ça. Et qui consiste en fait à, lorsque vous avez des objets, des structures, ne plus les modifier. En gros, si j'ai un objet A et que je veux un objet avec une des valeurs de A altérée, on pourrait juste dire A.toto égale ma valeur et on aurait notre nouvelle valeur. Mais le problème quand vous faites ça, c'est que vous pourrez réutiliser ensuite cet objet-là, dire par exemple objet B égale objet A, sauf qu'en JavaScript, quand vous faites ça, c'est un peu comme des pointeurs en C.
En fait, objet B, c'est pas une copie de A, c'est juste une référence à A. Et donc, si vous faites B.toto égale ce que vous voulez, vous allez aussi modifier le toto de A. Et si vous réutilisez A quelque part ailleurs dans votre code, vous allez ensuite pas comprendre pourquoi ça marche pas, parce que vous allez utiliser toto dans A, mais que vous n'avez pas modifié, et ça va ensuite un peu tout péter. Et donc, le fonctionnel dit, bon, écoute, pour être sûr que tu fasses jamais d'erreur, on va dire qu'à chaque fois que tu as besoin d'un nouvel objet qui s'inspire d'un autre objet, bah, tu vas juste en créer un nouveau avec les mêmes valeurs, et celle que tu veux changer à l'intérieur, bah, tu la changes. Et React fait ça en fait. Quand vous faites 10.setState, il va juste prendre un nouvel objet, il va prendre les valeurs du state initial et altérer celles qu'il a besoin d'altérer. Et ce qui fait qu'en fait, vous ne pouvez jamais faire d'erreur avec ça. Et en plus, il sait qu'il doit appeler une méthode à l'intérieur de React, de la classe, qu'on ne voit pas ici parce que je n'ai pas besoin de la redéfinir, qui va dire est-ce que je dois m'updater. Et ensuite, elle regarde si une des valeurs a changé, si elle est utilisée. Et si elle a changé, ok, je dois m'updater. Et elle update le DOM. Et c'est comme ça qu'on peut voir ce petit compteur ici. Donc voilà. Je voulais quand même vous montrer ça pour vous montrer un petit peu les différentes façons de faire du front-end. Il faut savoir que, comme je le disais tout à l'heure, ces librairies, elles savent faire vraiment énormément de choses. Là, c'était juste un Hello World parce que c'est pas un cours de React, c'est pas un cours de Vue. Il y aura peut-être bientôt d'ailleurs une piscine en React. J'en dis pas plus. Et là, vous pourrez apprendre. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu et peut-être que ça vous donnera envie d'aller chercher dans leur documentation à Vue et à React qui sont très très bien faites. Vraiment, allez-y, ça ne mange pas de pain et peut-être que vous allez découvrir une nouvelle vocation. Moi, je faisais du bac avant, juste pour ça, pour vous dire. Ouais, attends, prends la chose. Tu peux l'envoyer, je crois que c'est fait pour. Ouais, en fait, c'était juste pour savoir sur Vue, j'ai vu que tu n'as pas utilisé d'arrow function, notamment en ES6. Est-ce que c'est pas possible ou est-ce que c'est possible? C'est possible. Ok. Je sais, tu veux dire dans la syntaxe? Ouais, c'est ça. Et puis j'ai repéré aussi qu'il y avait plusieurs fichiers séparés, alors que normalement, quand on travaille sur Vue, il n'y a qu'un seul fichier avec plusieurs choses. Est-ce que c'est uniquement dû au fait que tu utilisais CodePen ou est-ce que c'est Ouais, en fait. ou est-ce que ça n'a rien à voir? Enfin, même moi, dans mes projets Vue, avant, je faisais du Vue, après je me suis mis à React. J'avais tendance à garder cette manie de séparer mon HTML, mon CSS et mon JavaScript. Et il n'y a rien en Vue qui t'empêche juste d'importer un fichier JS et de le faire ensuite séparément. Ouais, parce que normalement, il y a plusieurs parties dans le même fichier. Ouais. Et du coup, ça ressemble finalement pas mal à React. Mais je me demandais du coup, est-ce que c'est possible avec CodePen d'avoir juste un fichier global Je pense que c'est possible. Il faut juste aller checker dans la config. Ok. Mais je pense qu'en théorie, je pense qu'il n'y a pas de souci normalement. Ouais, ça, je suis pas sûr de l'avoir vu. Mais tu peux en fait. Mais ça va rien changer au fait qu'en dessous, tu as une balise script que tu vas ouvrir et ça revient au même que si tu fais ton script, ici. D'accord. Et juste du coup, là, on peut utiliser des arrow functions du coup pour, à la place de function. Bah, tu sais quoi, on va tester. Hein. Je sais pas. Je sais pas, c'était juste par curiosité parce que je fais du React maintenant. Mais... Donc ça doit fonctionner quoi. Non. Non, ça fonctionne pas. Je sais pas. En fait, c'est qu'il faut installer Babel ou quelque chose comme ça. Non, les arrow functions, c'est supporté nativement dans les navigateurs les plus récents. Je pense que c'est juste la syntaxe qui fonctionne pas. Est-ce que ça fonctionne? Parce que pour moi, normalement, c'est dû à ES6, donc ça devrait être dû à Babel. Mais... Oui. C'est vrai aussi. C'est vrai, tu as raison, j'aurais dû y penser. C'est trop tricky. Pour ceux qui n'ont pas entendu, en fait, c'est arrow function, ça veut dire se soustraire du contexte dans lequel on se trouve et utiliser le contexte global. Et en fait, le truc, c'est que dans ces fonctions-là, on a besoin du contexte de vue pour aller récupérer les choses dont on a besoin. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser une arrow function. Parce qu'en fait, si tu fais ça, tu vas récupérer le contexte qui est au-dessus et non pas les choses dont tu as besoin à l'intérieur de ton objet vu. Bien vu. Vu. D'accord. Ok. Ok. Cool. Ok. Donc, je vais vous parler aussi d'une autre facette du développement front-end. Ça va très vite. Comment se tenir au courant des bonnes pratiques et des bons outils. Pourquoi je vous parle de ça? Ça peut paraître anodin, mais en fait, le milieu du front-end, c'est un milieu qui bouge énormément. Par exemple, je vous ai parlé de Vue.js. Il faut savoir qu'il y a 2 ans, on n'en parlait
pas tellement, quoi. C'était, je crois qu'il était en version 1 ou il venait de passer en version 2. C'était juste, on disait que c'était le petit frère, le petit frère de React, que ça allait pas forcément faire grand-chose. Maintenant, ça commence à être vachement de plus en plus utilisé. Et à chaque fois qu'une feature sort sur React, un truc un peu sympa, on peut généralement voir dans le mois ou dans 2 mois après quelque chose d'assez similaire qui va sortir sur Vue, qui en fait un concurrent vraiment assez redoutable de React. Donc, il faut se tenir au courant des dernières bonnes pratiques, des derniers outils, de plein d'autres choses. Et donc, ça s'appelle faire de la veille. Et comment on fait de la veille? Eh ben, on utilise Internet, c'est bien. On peut aller aussi à des conférences comme celle-ci, ça me fait plaisir. Et où est-ce qu'on peut aller quand on est au travail, par exemple? Moi, ce que je faisais l'année dernière, quand j'arrivais au travail, je prenais 1 heure et j'allais sur Twitter. Ça peut paraître une blague, on peut avoir l'impression que je fais rien, mais en fait, c'est pas vrai. Sur Twitter, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de développeurs qui sont présents. Il y a une grosse communauté de devs. Par exemple, si vous aimez React, eh ben, vous pouvez suivre Dan Abramov, qui est un des contributeurs de React. Et bah, ce mec, en fait, il tweet tout le temps, il parle tout le temps de React. Quand les gens lui posent des questions, parfois ça fait des débats. Il dit pourquoi il n'est pas d'accord sur certaines façons de faire. Parfois, il dit pourquoi il est d'accord. Il va dire, eh ben, en ce moment, on est en train de travailler sur un truc qui ressemble un peu à ça. Et bah, vous pouvez vous dire, ah ok, ça commence à ressembler à ça. Bah, peut-être que je vais aller m'intéresser un peu à ce domaine-là. Et pour être prêt dès que ça va sortir sur React, ils font souvent des confs aussi. Donc ça peut vous permettre d'assister aux confs ou de savoir qu'elles vont avoir lieu. Je vais aussi sur Medium beaucoup. Medium, c'est écrit par des... Enfin, il y a beaucoup de développeurs aussi sur Medium. Avant, j'allais beaucoup sur YouTube pour voir des tutos quand je faisais du back. Et maintenant, sur le front, je vais plutôt avoir tendance à aller sur Medium. Il y a plein de gens qui mettent des tutos, qui disent voilà comment je suis passé de designer à développeur en moins de 2 semaines. Ça, c'est pas ouf. Par contre, vous avez des gens qui vous expliquent leur façon de faire sur le code. Ils vous expliquent pourquoi ils utilisent telle façon de faire, telle façon de faire. Parfois, ils utilisent des choses un peu expérimentales. Ils vous expliquent comment essayer d'installer des choses. Parfois, ils vous proposent de modifier votre setup. Pas mal de choses. Ou même, parfois, c'est juste des tutoriels. Par exemple, comment utiliser GraphQL. GraphQL, c'est un peu le futur des API REST. Enfin, c'est pas le futur, mais c'est une grosse alternative au modèle utilisé depuis pas mal de temps, qui est le modèle REST. Intéressez-vous au GraphQL, ça va bouger. Et enfin, petit clin d'œil à putain de code. Ça, c'est que des Français, si vous avez un peu du mal avec l'anglais, mais ça devrait pas. C'est cool, en fait, je crois que c'est des passionnés qui écrivent des petits articles et qui les postent ensuite sur la communauté putain de code. Il y a des podcasts, si jamais vous aimez bien écouter des choses, et parfois il y a aussi des gros articles, des tutoriels, les gens qui donnent leur point de vue sur pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien, et c'est vachement sympa. On se sent un peu proche, c'est cocorico. Voilà. Et une autre question, comment se tenir au courant des dernières interactions à la mode ? J'ai mis à la mode en bleu parce que dans le front-end, ça joue aussi beaucoup, la mode, les choses tendances, les choses jolies, les choses... Parce que les clients, souvent, ils vous disent « Moi, je veux un joli site, je veux qu'il y ait ça, je veux que ça ait l'air moderne. » Et bah, il faut faire de la veille aussi. Et moi, je peux vous donner mes petits sites sur lesquels je fais de la veille. Je vais même vous les présenter. Donc, tout d'abord, on a la catégorie des sites à récompense qui sont Awards et FWA. Award, c'est quoi? C'est un site qui chaque jour va récompenser un site internet pour avoir été le site of the day. C'est jugé sur des critères qui sont assez subjectifs par un jury. C'est aussi jugé par les utilisateurs, mais leurs notes, elles comptent moins. Donc c'est vraiment le jury qui va décider de qui a été le site du jour. C'est pas forcément des sites où vous vous dites waouh, j'ai vraiment appris quelque chose aujourd'hui. Waouh, c'était vraiment profond, quoi. Non, c'est souvent juste regardez, il y a des effets, il y a de la 3D, il y a des transitions et tout. C'est ça aussi le front-end, mais ça peut être pas mal de se tenir au courant parce que parfois vous allez être en manque d'inspi ou parfois vous allez vous demander qu'est-ce qui est sympa à faire et aller sur ce site, ça peut parfois vous aider à retrouver de l'inspiration. Vous avez FWA qui fait plus ou moins la même chose, mais qui est un peu plus select. C'est un peu genre la mode, quoi. C'est des trucs un peu classe, un peu sympa. Il récompense aussi des sites mobiles. Il y a Dribbble aussi. C'est plus un site qui va être utilisé par des designers, où ils vont poster leur création. Mais ce qui est sympa avec Dribbble, c'est que parfois les designers, sachant que le projet va pas forcément être codé derrière,
ils vont être beaucoup plus libres sur leur créativité. Ils vont se dire ah bah je vais faire des trucs complètement fous, des interactions complètement faux folles. Je m'en fiche, ça va pas être dev. Et bah parfois ça peut quand même donner des idées et on peut quand même se dire ah, je vais peut-être le faire. On peut aussi s'inspirer pour les couleurs, pour les illustrations. C'est important d'avoir un regard créatif aussi dans le monde du front-end. Même si vous n'êtes pas forcément quelqu'un de créatif. Moi, par exemple, je ne sais pas du tout dessiner, j'aimerais bien savoir dessiner. Quand on me demande de choisir des couleurs, je ne sais pas les choisir. C'est pas mon métier, mais on me demande d'avoir une sensibilité à ça. Et c'est important de la cultiver en allant voir ce que les autres font. Et enfin, on a CodePen. On l'aura beaucoup vu ce soir. CodePen, c'est vachement cool parce que en fait, vous avez des sélections de pen par jour avec des gens qui vont faire des choses un peu plus ou moins waouh ou plus ou moins techniques. Et le gros avantage sur CodePen, en fait, c'est que derrière, vous allez avoir le code. C'est tout bête, mais si parfois vous cherchez des petites astuces, des petits machins, regardez, là, on a une petite transition complètement folle, shader et tout, bah voilà. À vous d'aller voir comment ça fonctionne derrière dans le JavaScript. Moi, je m'en suis beaucoup servi quand j'ai appris le CSS. Parce que l'avantage du truc, c'est que dès que vous faites un changement, vous le voyez directement sur la plateforme. Donc si jamais vous avez besoin d'apprendre le CSS ou même de prendre un petit peu les interactions JavaScript, ça peut être pas mal. Et on en arrive à la partie un peu sympa de la conf, même si j'espère que le début était sympa aussi. Et le Creative Development, qu'est-ce que c'est ? Alors, le Creative Development, c'est un peu une sorte de sous-mouvement du front-end. Ça reste dans le front, dans le milieu de l'interface, du visuel, des interactions. Mais c'est un peu plus poussé. Donc, c'est pas une grosse portée, ça. Creative Development, il y a deux mots. Creative et Development. OK. Qu'est-ce qu'on entend par creative ? C'est en anglais, ça veut dire créatif. Par exemple, on va pouvoir avoir un brief. Au lieu d'avoir des specs très techniques ou ce genre de choses, on va juste avoir je veux qu'il y ait un effet waouh quand j'arrive sur la homepage. Je veux provoquer de l'empathie pour pouvoir ensuite demander aux gens de payer pour mon assos ou ce genre de choses. Les briefs vont être vachement abstraits. Et c'est le métier du creative development de prendre ce brief abstrait et d'en faire des specs techniques et d'essayer de se créer une expérience, un site, une navigation. Le creative developer, il doit essayer de challenger un peu tout ce qui est fait, tout ce qui est convenu aussi, ou pas. Comme on a vu sur Howard, il y a beaucoup de sites qui se ressemblent aussi. Il doit, en fait, c'est un peu large comme mot. Les définitions sont... Il n'y a pas de vraie définition. Moi, ça serait la mienne, ça serait... Ouais, un brief qui n'est pas forcément clair, mais vraiment avec le côté émotion. Et enfin, développeur, pourquoi ? Parce que vous allez utiliser la technologie pour réaliser ce brief. Quand je dis technologie, ça peut être très très large. Donc on voit du web depuis tout à l'heure. On peut utiliser des technos un peu sympas en web, qui sont notamment le WebGL. Le WebGL, c'est une sorte de fork d'OpenGL pour faire de la 3D, mais vous pouvez le rendre directement sur votre navigateur. Et la puissance de WebGL, en fait, c'est qu'au lieu d'utiliser votre CPU pour rendre les pages Internet, il va utiliser votre GPU. Ce qui va permettre d'avoir une capacité de calcul beaucoup plus puissante et qui va permettre de faire des choses assez sympathiques, comme générer de la perspective et faire croire qu'on a de la 3D. Et un Creative Dev, il peut utiliser aussi, pourquoi pas, de l'IoT, des objets connectés. Il peut prendre un petit Raspberry, il peut y brancher un petit écran, mettre un petit micro, on peut dire une petite phrase, et puis pouf, ça peut imprimer un petit machin. C'est sympa. C'est des petites idées qu'on peut avoir. Voilà. Et donc, je vais vous présenter 3 projets que j'ai pu réaliser, sans grande prétention, hein, vraiment pour essayer de vous montrer ce qu'on peut faire avec un navigateur web et avec la musique. Donc ici, le brief, c'était, à l'aide d'un canvas, je vais le lancer tout de suite. Créer une expérience qui réagit à une piste audio. Ça ne se lance pas, au secours. Ok. Est-ce qu'on a du son ? Donc, ici, c'est un sujet assez large. On n'a pas forcément... J'avais pas tellement d'inspiration, alors que le sujet est quand même genre, super inspirant. Genre, éclate-toi, fais de la musique. Et du coup, j'ai dit, bon, bah, quand je sais pas quoi faire, à chaque fois, je me tourne vers la Pink Floyd. Et je me suis dit, bon, bah... Je vais essayer de prendre la pochette de Dark Side of the Moon, qui est un de mes albums préférés, et je vais essayer de l'animer. Et je vais utiliser pour ça une des musiques qui est dans l'album, qui est The Great Gig in the Sky. Here, French accent. Et donc on peut voir que la pochette, elle prend vie en fonction de la musique. Et c'est vachement cool. En gros, on peut décomposer le projet en 3.
en 3 grosses parties. On a ici la lumière blanche. C'est la lumière blanche. Ici, on a le prisme. Et enfin, on a la couleur qui en sort du prisme. Et donc, chacun réagit via un élément différent. Alors, ici, les couleurs et le prisme réagissent en fonction des différentes couches de la musique. En fait, la Web API Audio, donc votre navigateur, vous pouvez lui passer une chanson, enfin un son, n'importe quel son en fait. Vous pouvez dire au navigateur, hey, donne-moi des données et tout. Et en fait, vous pouvez carrément récupérer ce flux, le couper en plusieurs valeurs. Et en fait, via ces valeurs-là, c'est un peu empirique encore. Je me suis dit bon, je vais essayer de récupérer les fréquences aiguës et les fréquences graves, donc j'ai fait un découpage un peu à l'arrache, j'ai fait une moyenne, et en gros j'ai dit dès que ça atteint une certaine valeur, tu vas animer un des petits rayons de lumière, donc en fonction de la fréquence, le rouge c'est le plus aigu, le violet c'est le plus grave. En fait à chaque fois qu'il entend une fréquence, il se lève, et après il redescend petit à petit avec une petite fonction de ease, et dès qu'il se relève, et donc ça repart. Ici, pour animer le prisme, j'ai essayé de récupérer le beat, les percussions. Et à partir du moment où on entend ou une grosse percussion ou une caisse claire, je crois, le prisme va, pareil, avec la même fonction de ease, hop, se pousser un petit peu se rapetissir en fait, et après va revenir petit à petit progressivement. Et enfin, pour la lumière blanche, j'ai voulu récupérer le volume global, sauf que c'est pas possible avec la Web API. En tout cas, à ma connaissance, peut-être que ça l'est, mais moi j'avais pas trouvé comment faire. Et du coup, j'ai dit, bon bah, si je récupère des fréquences, et plein de fréquences, plus j'ai de fréquences, plus ça va vouloir dire que j'ai du volume en fait, ou des choses qui se jouent. Et donc en gros, ici j'ai utilisé ce qui s'appelle un noise, un bruit en français, qui permet de générer des valeurs aléatoires, mais pas vraiment aléatoires. C'est des valeurs qui vont se suivre, pour donner une sorte d'effet de courbe. Vous voyez, les petits points, à chaque petit point on a l'impression qu'ils se suivent un peu, qu'ils ont une petite trajectoire. Bon, il y a une trajectoire qui est de là à là, mais en fonction de ici, vous voyez, il bouge l'amplitude. Et bah cette amplitude-là, elle est générée via un noise. Et j'ai juste dit que l'amplitude, elle allait être très très grande quand il y a beaucoup de son, et très petite quand il y a moins de son. Et c'est comme ça qu'on peut avoir donc cet effet de lumière qui bouge en fonction du son. Voilà. Je vais devoir couper la chanson parce que je vais vous montrer quelque chose d'autre aussi. Vous avez vu cet effet ? Ok, donc ça je l'ai fait avec Pixie.js, qui est une librairie qui permet de manipuler un canvas de manière assez sympathique. Je sais pas s'il y a des gens qui ont fait Camagru dans la salle, mais Camagru en fait vous avez besoin nativement de manipuler ce qui se passe dans le canvas. Et si vous l'avez fait, vous verrez que c'est pas forcément très facile. Il faut redraw à chaque fois. On peut pas récupérer vraiment des objets. Il faut dire, bah voilà, je vais prendre par exemple un sprite et je vais le mettre à cette place-là. Et après, si je veux le bouger, il va falloir que je me rappelle de où est-ce qu'il était, effacer et replacer à chaque fois. Bah, Pixie, ça permet de faire toutes sortes de choses de manière beaucoup plus simple. Et la Web Audio API dont je vous ai parlé, qui m'a permis de passer de la chanson et récupérer des valeurs. Ensuite, tant pis. Ensuite, un autre brief, ça a été en WebGL cette fois-ci, créer une expérience qui réagit à une piste audio. Donc WebGL ici, ça sous-entendait 3D. WebGL, c'est pas forcément de la 3D, c'est juste utiliser le GPU, mais en général, quand on utilise du WebGL, on fait de la 3D. Donc ici, c'est vraiment une toute petite expérience. Mais un peu de temps à charger parce qu'elle est hébergée sur Heroku en mode gratuit. Donc il faut juste qu'il se relance. Yes. Donc on est dans l'espace. Je vous la fais un peu comme ça. Il y a des petites étoiles qui sont placées un peu aléatoirement et parfois elles se rangent un peu toutes seules. On ne sait pas pourquoi. Et en fait, ça marche pas. Qu'est-ce qu'on a ? On a peut-être juste une connexion qui est un peu faible. Hein. J'ai testé tout à l'heure dans la loge, ça marchait. Bonne réponse, il n'y avait pas le son. Donc en fait ici j'ai passé une chanson un peu spatiale et tout parce que ouais, Creative Dev ça vous demande aussi d'avoir un peu de sensibilité. Je me suis dit bah je fais quelque chose dans l'espace, je vais mettre une chanson qui représente un peu l'espace. Et en fait ces petites bouboules ou ces étoiles ou ces planètes, ce que vous voulez, c'est juste une petite boule de lumière. Et je lui dis en gros dès qu'il entend un beat, un gros boom là. Boom. Dès qu'il fait boom, en fait, il faut que l'étoile se grossisse un petit peu. Et donc c'est ce qui fait c'est comme ça qu'en fait l'expérience réagit avec l'audio. Et là, on a l'impression qu'on a une sorte d'hyperespace comme dans Star Wars. Et là, regardez, ça va petit à petit, hop, ralentir. Et en fait, j'ai jamais touché à la vitesse.
Il y a juste un petit trick que j'ai utilisé ici. J'ai travaillé avec ce qui s'appelle le FOV, le Field of View. En fait, nous les humains, on voit je sais plus à combien de degrés. Et ben en gros, si jamais on voyait à plus de degrés, ben on se verrait tous un peu déformés comme ça, bizarre. Et c'est en fait c'est ça qui donne cet effet de vitesse. À chaque fois, en fait là pareil, je triche, j'essaie de récupérer les BPM de la chanson, les battements par minute, pour voir si c'est rapide ou pas. Et en gros, moi je récupère juste un boom et après je fais des petites moyennes et je regarde comment ça fonctionne. Et plus j'ai de boom et plus j'augmente le FOV et à la fin on a l'impression qu'on va vraiment super vite dans l'espace. Et dès que ça ralentit, je le rétrécis pour le remettre à une vision normale. Voilà. Et là, je vais remettre le son pour pas me faire avoir comme tout à l'heure. Et enfin, je vais vous présenter un troisième projet que j'ai réalisé avec 3 développeurs et 2 designers et un sound designer, qu'on a appelé Prélude. Prélude, c'était quoi le brief? Là, c'était un vrai client qui nous a dit, dans le contexte scolaire, je ne suis pas encore un mec qui pèse et tout, nous sommes une maison de production de spectacles, mettez en avant nos artistes et associez-y notre nom. Juste pour vous expliquer, une maison de production de spectacle, lorsqu'un artiste a terminé un album, il va avoir besoin de faire des concerts. Et pour faire des concerts, il va demander à une maison de production de spectacle de s'occuper de sa tournée. Et notamment ici, la maison de production de spectacle, c'était Asterios. Asterios, elle avait en client notamment Orelsan, Kerry James, Fishback et d'autres artistes encore. Et donc c'était cool parce que déjà les artistes, c'était vachement sympa ce qu'ils font. Donc c'était vachement inspirant et leur brief, il était vachement cool. Et du coup, on s'est chauffé avec notre petite équipe et on a fait ce projet que je vais vous présenter. On a utilisé ici 4 technologies majeures. On a utilisé tout d'abord Three.js pour faire du WebGL. Ici, il n'y aura pas de 3D, mais il y aura du post-processing. Donc, c'est-à-dire afficher quelque chose et ensuite y appliquer des effets pour altérer un peu ce qu'on peut voir. On a utilisé une librairie qui s'appelle Visage Technology, qui permet, à l'aide de la webcam, de détecter des points du visage. Vous allez comprendre juste après à quoi ça sert. On a utilisé ce bon vieux Vue.js couplé à... Non, même pas couplé. On a utilisé le Vue.js, on a fait notre architecture en Vue.js, on a simulé une sorte de routeur avec plusieurs pages. C'est du single page, en fait, il y a juste la petite div route, je ne sais pas si vous vous rappelez les choses qui se génèrent à l'intérieur. Et enfin, la web audio, vous savez comment ça fonctionne. Donc on va lancer le projet. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est que l'interface, elle est mobile, il y a des interactions. C'est pas moi qui vais générer ces interactions, mais je sais pas si vous entendez. Il y a des petits sons derrière. Là, on a un petit bruit de batterie et là, l'interface, elle va se déformer. Ça, c'est de l'interaction, c'est du design d'interaction. On l'a tous réfléchi ensemble avec les designers et les développeurs. On s'était dit comment essayer de donner à cette interface qui pourrait avoir l'air vachement vide, d'avoir un peu de vie. Et ensuite, on a fait aussi du design un peu sonore. C'est pour ça qu'on a fait appel à un sound designer. Qu'est-ce que c'est un concert? On s'est posé la question. On s'est dit, un concert, c'est quoi? C'est une expérience. Je vais me lever, je vais aller de chez moi, je vais aller dans une salle, je vais rentrer, je vais entendre les gens, je vais attendre, je vais peut-être me prendre une petite bière. Il y a peut-être des gens sur la scène qui sont en train de faire des petits réglages. On peut entendre ici la batterie, des petits bruits de guitare, les gens qui me racontent des choses. On voulait essayer de retranscrire un peu cette expérience-là. Parce que un site web, c'est cool, mais ça sera jamais comme un vrai concert. Et donc nous, on a essayé de retranscrire au plus possible comment revivre un concert, et on a voulu aussi limiter le plus possible les interactions avec le clavier et la souris. Donc on est quand même obligé de cliquer pour rentrer sur le site. Et donc ici, le site m'indique que c'est une expérience qui utilise un son spatialisé et qui se contrôle en ouvrant et en fermant les yeux. Complètement fou. Alors, pareil, la petite trick de design, ne demandez jamais à votre utilisateur, en fait, passez jamais par les pop-up de votre navigateur web lorsque vous voulez lui demander des choses comme sa localisation, comme d'utiliser sa webcam. Faites pas ça comme des brutes. Vous pouvez juste mettre un petit bouton sympa en mode « Ok, j'ai compris, je vais brancher mes écouteurs, ma webcam. » Donc ici, sur cet ordinateur, j'ai déjà accepté d'utiliser ma webcam, ce qui fait qu'il ne va pas me passer le petit pop-up. Mais ça peut être sympa. Ça, c'était le petit conseil gratos. Et à partir du moment où je vais cliquer, la seule manière pour moi d'avancer dans le site, ça va être de fermer les yeux.
Et là, je vais ouvrir les yeux. Et là, le site web a compris que j'avais ouvert les yeux. Et il va me présenter l'artiste que je viens d'écouter, l'artiste Asterios, qui était ici Fishback, qui est une musicienne très talentueuse, qui fait de la musique qui est vachement sympa. Et donc voilà ce qu'on a voulu faire. On s'était dit, bon, on a envie de faire vivre un concert, on a envie que la personne, l'utilisateur se projette, qu'il découvre et qu'il vive quelque chose. Et ben en fait, on va lui faire fermer les yeux pour qu'il imagine complètement qu'il est dans un concert. Il va fermer les yeux, il va entendre le son, il va entendre les spectateurs commencer à s'agiter, entendre ouais, machin, et la musique commencer progressivement. Et à partir du moment où l'utilisateur va ouvrir les yeux, et ben on lui dit ah ok, très bien. Les petits bruits, les petits grésillons, hop, on lui fait arrêter le concert et il peut découvrir l'artiste. Il va pouvoir ensuite se rendre en backstage. Il va pouvoir prendre un ticket, partager l'expérience ou retourner dans la fosse. Vous voyez, c'est ça aussi les interactions, c'est donner un peu envie, dire la fosse par exemple, dire retourner sur l'écran d'accueil. Ça passe par là aussi le développement front-end. Voilà, on a d'autres artistes aussi. Par exemple, on va découvrir le prochain. Et là, j'ouvre les yeux et je peux découvrir que je viens d'écouter Orelsan. Donc voilà. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Prends le cube. Oui, au début de la présentation, j'avais oublié, mais il y a un moment où vous parlez de ref directement dans Vue. Tutoie-moi, s'il te plaît. Pardon? Ouais. Tutoie-moi. Pardon, où tu parles de ref directement dans React et dans Vue. Quelle est la différence entre utiliser une ref et utiliser getElementById ou quelque chose comme ça? Eh bien, justement. Je pense que ça doit être peut-être En fait, en rapport avec le component éventuellement. À partir du moment où tu vas utiliser getElementById, tu vas ne plus faire confiance à React. Tu ne vas plus tout déléguer à React et tu vas dire bon, il y a quand même certains éléments que je vais aller récupérer dans mon DOM et je vais le faire tout seul. Le problème quand tu fais ça, c'est que tu sais pas vraiment ce que React a fait derrière. Typiquement, si jamais tu utilises ce qui s'appelle les CSS modules, je sais pas si tu connais. En gros, c'est une manière d'importer ton CSS directement en JavaScript pour ne jamais que tes classes CSS, elles s'override entre elles si jamais deux classes portent le même nom. En gros, toi, tu vas écrire ton CSS comme tu l'écrirais normalement. Tu vas l'importer en JavaScript. Et en fait, ton JavaScript, il va te ressortir des nouvelles strings de ta classe, mais elles vont être modifiées. Il va mettre un hash pour être sûr que jamais tu aies deux fois le même nom de classe. Et bien, si jamais toi, tu sais que tu as appelé ta classe, par exemple, container, et que tu lui dis getElementBy class name container, et ben, dans ce cas-là, par exemple, tu n'auras pas fait confiance à React pour récupérer ta référence, et tu auras bien tort, puisque en fait, tu vas perdre ta référence et tu vas rien récupérer, et tu sauras pas comment récupérer ce truc-là, parce que le nom, tu le connais pas, en fait. D'accord, donc en fait, la différence, c'est de travailler sur le DOM réel ou de travailler sur le virtual DOM? Tout à fait. D'accord, ok. Tu as tout intérêt à utiliser le DOM virtuel de React quand tu utilises React. Et c'est là toute la puissance en fait, de React et de Vue et des autres frameworks, c'est de passer parce que eux te disent ce qu'il va y avoir. Toi, tu fais confiance à lui, et lui, il gère après ensuite. D'accord, donc en fait, là, c'est ça, le paramètre ref, en fait, il est propre au virtual DOM, finalement. Enfin, Bah non, parce que typiquement, là, si tu faisais getElementById, mon nom de classe que j'ai écrit, tu le trouverais. Parce que là, je n'ai pas dit de faire des fioritures, etc. Mais c'est juste que, imagine un jour, ça se passe pas comme toi t'avais prévu, et ben, tu serais bien content que ce soit React qui récupère et qui travaille avec tous ces éléments-là. Et puis React, il va plus vite aussi. D'accord, merci. D'autres questions? Ben, je vous remercie.